philologique, qui est vraiment un bâti complexe, etc., ne me bouleverse pas, hein. Il n'y a, enfin là, en l'occurrence, je suis terriblement nietzschéenne, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas de fait, il n'y a que des interprétations et des interprétations d'interprétations. Et c'est comme ça que ça fonctionne en philologie. Je suis d'accord pour verser au compte de Platon, entre guillemets, ce que Aristote dit de Platon, à condition de mettre Platon, entre guillemets, avec Aristote en exposant. Hein, c'est comme ça que le Dielskrantz s'est fabriqué. C'est Protagoras, Platon, Protagoras, entre guillemets, indice Platon, exposant Platon. Bon, c'est comme ça qu'un philosophe, encore une fois, c'est comme ça qu'un philosophe grec est fait. Il est fait de traces et de machins conservés. De citations et de mentions, voilà. de critiques. Donc, il n'y a rien là, si vous voulez, dans la méthode de l'école de Tübingen, il n'y a rien là de très nouveau. Je veux pas dire que j'adhère, effectivement, je peux avoir le souci de ne pas croire que les concepts, les élaborations sont prisonnières d'une langue. Mais je suis très étonné en tant que philosophe que vous contentiez de lire une traduction en français et que vous adhériez par principe au fait que bon, on peut élaborer en toute langue quelque chose qui serait reçu comme universel. Moi, je parle des langues qui ne sont pas universelles, et je connais des gens qui sont sans doute philosophes dans ces langues-là et qui ne me sont pas transmissibles. Bon, je me demande ils peuvent éventuellement recevoir ce que vous appelez, enfin, même rien que le concept universel. Je suis un peu étonné enfin, c'est peut-être une petite surprise. C'est vrai, les mots ne sont pas forcément taillés à même le corps du langage. Mais peut-on extrapoler ou aller à l'extrême de croire qu'il y a de l'universel dans ce qu'on peut explorer comme langage et traduction autour de soi? Ça s'appelle concept. C'est ça. Non, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, au fond, ce qu'Alain Badiou disait, c'est qu'il y avait des concepts. Hein, moi je disais, oui, pas de concept sans mots. C'est tout. Mais il dira, oui, je suis d'accord. Et alors, à ce moment-là, il va falloir aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'on le dit comme Platon pourrait le dire, ou est-ce qu'on le dit comme Humboldt pouvait le dire? Bon, en gros, c'est ça. Quel type de priorité? Que veut dire exactement le sang, le passant? Oui, mais je pense que là, on est au cœur de la question qui sans doute me préoccupe le plus, qui est de savoir, qui est en réalité la question sous-jacente à l'ensemble de ma propre entreprise et de beaucoup d'autres. Mais on reconnaît, ce n'est qu'un exemple particulier, cette question du rapport entre le concept, les mots, et par conséquent, en définitive, un contexte langagier particulier, d'une question beaucoup plus générale, qui est que de toute évidence, toute création, toute invention, toute proposition est localement située, et qu'elle a une caractérisation locale et matérielle qui la particularise. Elle date d'un certain moment, elle est faite en un certain lieu, et au fond, l'ensemble des matériaux d'une création, d'une invention, d'une proposition de pensée, quelle qu'elle soit, peuvent être dits particuliers. Entre autres choses, linguistiquement, mais si on regarde, pas seulement linguistiquement. Il y a des éléments anthropologiques qui vont adhérer à ça. On constatera que à telle époque et dans telle région, c'est forcément des hommes qui font la chose et pas des femmes, etc., etc. Donc on va avoir des déterminations intégralement particulières, en un certain sens, de la totalité de ce qui peut être proposé, inventé ou créé dans l'histoire générale de l'humanité, disparate, multiforme, comme on sait. Ça d'un côté, et de l'autre, la conviction où je suis que, en dépit de cela, certaines choses proférées, inventées et dites ont valeur pour l'humanité tout entière. Donc il y a une tension majeure, et au fond, le cheminement que je propose est
est entre deux solutions antinomiques de ce problème. La première, c'est quand même de faire basculer le philosophique, si on appelle philosophie ce qui s'occupe de ça, et qui s'occupe de ce qui, précisément, ne se laisse pas renvoyer à la particularité qui cependant est omniprésente. On peut renvoyer le philosophique et dire non, finalement, en réalité, tout doit se faire dans l'élément de l'anthropologie. C'est-à-dire que la philosophie n'est qu'une anthropologie générale, finalement, c'est-à-dire un relevé, une cartographie des traductions possibles entre singularités différentes. Hein. On peut faire ça, mais à mon avis, ça c'était d'ailleurs présent assez fortement dans le dernier Wittgenstein. Ça ramène quand même la philosophie à une entreprise de type anthropologique. Une anthropologie langagière pour l'essentiel, mais plus généralement une anthropologie. Ou bien on va au contraire tirer la chose du côté d'une transcendance qui surplomberait la diversité des particularités et qui finalement les finaliserait plus ou moins. Et moi ce que je cherche c'est une solution qui ne soit ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qui n'est ni dans le surplomb transcendant du concept, ni dans l'anthropologisation de la particularité qui en constitue la matérialité, et la matérialité évidente. Alors pour ça, j'ai fabriqué toute une série de concepts que je vous épargne immédiatement, mais qui consistent d'abord à montrer que une vérité universelle est en réalité un processus et pas un objet, etc., etc., etc. Et il me semble que cette question du rapport du langage au concept, pour la prendre comme ça, est une variante de cette question. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et la question qui subsiste par rapport à ce que tu viens de dire, à mes yeux, c'est tout immanent, enfin l'immanence est-elle nécessairement anthropologique? Voilà. Donc, Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense que la question n'est pas le choix entre transcendance et immanence. Ma pensée en la matière est une pensée immanentiste, absolument, et elle ne requiert pas une transcendance. Et ma thèse concernant Platon, c'est que Platon, ça n'est pas la théorie d'une transcendance. Voilà. Mais est-ce qu'on ne peut pas... vous êtes très platonicien, vous le revendiquez essentiellement même, mais pour en revenir à votre côté cartésien que vous avez révélé, est-ce que malgré tout, pour reprendre la question de monsieur, il n'y a pas moi qui connais, ce qui est à connaître et moi qui connais, et moi qui parle. Et il y a quand même toujours cette tension-là, dès le départ. Et celle-là, c'est celle-là qui semble difficile à évacuer. C'est peut-être ça le sens de... Enfin, il me semble que c'est ça le sens de la question. Oui, mais... Le dualisme entre moi qui connais et ce qui est à connaître, irréductible. Oui, mais le point fondamental, c'est que le fait que ce soit moi qui connais n'a pas intrinsèquement d'intérêt. Il n'a pas un intérêt pour les autres. Hein, voilà. C'est moi qui parle. Mais c'est moi qui parle, c'est pareil. Le fait que c'est moi qui parle ne constitue en rien une détermination significative de la question de savoir si c'est intéressant ou pas, ce que je dis. Voilà, le problème est là. Le problème est de savoir si c'est intéressant, si c'est appropriable par d'autres, si ça a du sens pour des gens qui parlent pas ma langue, ou pour des gens qui entendront ça dans 3 millénaires. Quand on lit Platon, au fond, Platon, personne ne sait plus qui c'était. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Hein, on ne sait pas qui c'était. On dit c'est Platon, c'est un nom, Platon, ça c'est vrai. Alors sur ce point, je serais nominaliste absolument. Platon, c'est un nom et on convient de considérer comme ce qui relève de ce nom. Et ça, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut changer. Donc le fait que ce soit Platon qui l'ait dit va être lui-même codé par le fait que c'est écrit en grec, qu'on voit bien que ça se rapporte à une société où il y a des esclaves, etc., etc., etc. Et on va avoir une masse de données anthropologiques sous-jacentes qui vont se trouver dans ce qu'on entend par ailleurs dans Platon. Mais ça, c'est à la fois omniprésent, à commencer par la langue, c'est écrit en grec, ça on n'y peut rien, si je puis dire. Mais il y a un moment où en tant que tel, c'est pas intéressant. Ça. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant parce qu'il faudra bien à un moment donné que ça ait sens pour quelqu'un qui ne connaît rien à l'anthropologie grecque, qui ne connaît pas le grec, etc. Et il faudra quand même
pour autant que c'est quelque chose, pour autant que ça survit à des millénaires d'histoire, ça n'est pas pour aucune des raisons de sa connotation anthropologique. Ça, c'est comme ça. Hein. Et d'ailleurs, les choses se différencient au fil de l'histoire selon un critère qui est de savoir dans quelle mesure on peut continuer à en faire quelque chose. Ça, c'est vrai. On peut continuer ou pas à en faire quelque chose. Et pourquoi on peut continuer à jouer Oedipe à Colonne, et on peut continuer à lire Platon. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Voilà. Mais juste une chose pour revenir à la langue, quand tu dis on peut continuer à en faire quelque chose, pour moi le en, c'est un en qui est en langue. C'est-à-dire que le texte de Platon en grec est ce qui peut encore faire effet. Et il ne fait certainement pas le même effet. En fait, ce que je veux dire tout simplement, c'est que je n'y comprends strictement rien quand je lis la traduction, par exemple, je sais pas moi, de Monique Canto du Gorgias. Je n'y comprends rien. Mais rien, c'est tout. Oui, mais c'est pas vrai. Ça. Mais si, c'est vrai. C'est absolument vrai. C'est-à-dire, je vais le redire autrement. Parce que tu es une grande helléniste, Non, je vais le dire autrement. Je ne comprends rien de ce qu'il m'intéresse de comprendre. Oui. Voilà. On va le dire comme ça. Mais oui, mais tu vois que toi, tu lis Gorgias dans le grec. Oui. Et donc, tu lis... oui, mais c'est pour ça que tu ne comprends rien à la traduction de Monique. Donc, parce que tu lis Gorgias dans le grec. Mais quelqu'un qui ne lit pas le grec, il comprend quelque chose. Il comprend quelque chose, voilà, mais pas I. Ah, voilà, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il pourra en faire quelque chose. Il peut encore en faire quelque chose. Mais d'accord, il peut encore en faire quelque chose. Oui. Mais de quoi exactement? Voilà. Enfin, pour le dire encore autrement, m'intéresse une traduction que tu es en train de faire de la République qui l'amène à des années-lumière, peut-être au plus près de ce que c'est. Hein? Ça m'intéresse. Mais une traduction où je ne peux pas lire la complexité et les problèmes ne m'intéresse pas. Comme ça, je comprends ton critère. Voilà. Je comprends ton critère. C'est simplement que tu es en train de dire qu'il y a des traductions qui sont en réalité des déperditions. Trop considérables. Et il n'y a guère que ça, malheureusement. Des pertes trop grandes de ce que toi, qui as accès au texte grec, ouais. Il y a un degré d'intensité que tu trouves là, oui, d'intensité, de complexité, bon, qui a été aboli. Qui est aboli. Et donc c'est ça où la langue est en un sens indécrottable. Oui, hein? Mais ça c'est... Madame avait une question. À propos de ce qui vient de se dire, là j'ai l'impression que c'est la même chose qui se pose par exemple. Il ne s'agit pas de deux langues, et les mêmes problèmes se posent par exemple pour les séminaires de Lacan. Comment on les transcrit? Est-ce que c'est... La question n'est pas forcément... dans la différence des langues, mais qu'est-ce qui peut se transcrire d'un discours, par exemple, oral de Lacan? Effectivement, quand on compare, on entend autre chose dans les différentes éditions du Seuil. C'est un peu arrondi, plutôt conceptualisé. Dans d'autres, ça va dans tous les sens. Bon, c'est la même question, mais la question pour moi, c'est enfin, ça pose tout de même la question de la transmission de quelque chose qui est écrit là. Qu'est-ce qui se transmet? Alors, particulièrement quand on lit le texte d'Alain Badiou sur l'étourdie, on voit que la psychanalyse, ce qui se transmet, c'est finalement un certain réel qui passe, qui tout de même ce concept, on peut le nommer, par exemple, absence. C'est ce que vous dites aussi, d'une certaine manière, que c'est le non-rapport qui vient à la place de la non-contradiction chez Aristote. Et donc, voilà, la question que je me pose, est-ce que
cette transmission singulière qui est donc emmenée par Lacan à travers la passe et tout ça, est-ce que c'est quelque chose de cet ordre est valable pour la philosophie? Parce que tu dis à la fin que Lacan est un subtil métaphysicien, comme Barbara Casson et d'autres. Est-ce qu'il s'agit de cette transmission-là, ou est-ce qu'il s'agit d'autres transmissions, d'une autre transmission en philosophie? Qu'est-ce qui se passe? Et puis une remarque, quand j'ai lu ce livre, ben, je ne sais pas comment faire, je ne peux pas parler plus fort. Et quand on lit ce livre sur l'étourdi, votre partie, Barbara Casson, on comprend très bien en quoi Lacan n'est pas aristotélicien, non pas contre, mais autre chose, n'est pas. Et quand on lit la partie de Alain Badiou, on dit que Lacan est un peu platonicien quand même. Oui. Alors, sur la transmission. Oui, non, je crois qu'il y a des problèmes généraux de la transmission, effectivement, qui quand même recouvrent le fait de savoir comment est transcrit le séminaire de Lacan. C'est un problème d'établissement textuel à partir d'un enseignement oral qui est très ancien. Je pense que ça a dû beaucoup se présenter dans l'Antiquité. Hein. Voilà, Tübingen en parle. C'est d'ailleurs aussi une question qui traverse toute l'histoire de la philosophie, parce que c'est le statut aussi des textes, pas mal de textes d'Aristote, dont il se pourrait que ce soit des notes de cours. Hein. C'est le statut d'une partie de l'œuvre de Hegel, qui est incontestablement faite de notes de cours. Donc qui est-ce qui a écrit ça, même, est assez... voilà, on ne sait pas très bien qui l'a écrit. Mais ça, la philosophie, comme elle est... Je soutiens toujours, son langage est totalement impur.